Pendant plus de 10 années, la frontière entre le Burkina Faso et le Niger fut le théâtre de la peur. Une nuit pourtant, tout a changé. Dans cette terre oubliée, appelée la zone du silence, les lois s'étaient dissoutes. C'était une cicatrice de poussière et de savane, où l'État s'effaçait devant l'inconnu. Beaucoup comparaient cette région à d'autres no man's lands historiques, comme la frontière de l'Ouest américain au XIXe siècle, où la loi du plus fort régnait et où les bandits trouvaient refuge dans les replis du désert. Les groupes armés y imposèrent leur règne. Ils franchissaient la frontière à leur guise, frappant les villages, disparaissant, convaincus que personne n'oserait les poursuivre. L'absence totale de coordination entre les deux pays faisait leur force. Ici, la frontière n'était qu'un mirage, un simple trait de crayon sur une carte poussiéreuse, comme la ligne Durand entre l'Afghanistan et le Pakistan, ignorée par les tribus et exploitée par les insurgés. Chacun pensait que rien ne changerait. Les habitants survivaient dans l'angoisse, abandonnés, résignés à l'oubli. Pour les autorités, la zone semblait perdue, intouchable, immune à toute solution durable. Des familles entières, telles celles de la commune de Terra ou de Dori, se souvenaient d'avoir fui nuit après nuit, priant pour que leur village ne soit pas le prochain sur la liste noire des assaillants. Mais sous la surface, tout l'avenir des populations était menacé. Si rien ne bougeait, c'était la sécurité, la dignité et l'espoir de tout un peuple qui risquait de s'effacer, englouti par la terreur. Accepter ce statu quo, c'était condamner le Sahel à mourir lentement. L'histoire offre de nombreux avertissements. Ainsi, dans la Somalie des années 90, l'abandon des marges rurales a précipité l'effondrement de l'État. Puis, soudain, le silence s'est fissuré. Une opération militaire inédite a frappé de nuit, bouleversant l'équilibre établi. Plus rien ne serait jamais pareil. Comme lors du débarquement de Normandie ou de la prise de Mossoul en Irak, une intervention audacieuse a fait voler en éclats la fatalité. Comment cette bascule s'est-elle produite? Voici l'histoire d'une révolution silencieuse. Dans les coulisses, une alliance improbable se préparait. Mais pour comprendre cette rupture, il faut revenir sur les racines du chaos. L'histoire du Sahel, tout comme celle de la zone tribale pakistano-afghane, est jalonnée de décennies de marginalisation, d'interventions étrangères ratées et de promesses non tenues. Pourquoi l'opération Hellfire a-t-elle marqué un tournant? Et que révèle-t-elle de l'échec des interventions occidentales? Pour saisir cette rupture, il faut revenir sur des années de chaos dans la zone du Liptako-Gourma, à la frontière poreuse entre le Burkina Faso et le Niger. Ici, l'absence d'État avait permis aux groupes terroristes de prospérer, profitant de l'anarchie et de l'inaction des autorités nationales. Les armées des deux pays étaient divisées, affaiblies par une coordination chaotique et par l'influence indirecte de puissances étrangères. Chaque décision importante devait obtenir l'aval de Paris ou de Washington, freinant toute réaction rapide et étouffant les initiatives locales. Soumises à des règles d'engagement complexes, imposées de l'extérieur, les forces sur le terrain restaient paralysées, incapables de pourchasser efficacement les groupes armés franchissant la frontière à leur guise. Comme en Afghanistan, où les troupes de l'OTAN devaient obtenir une autorisation pour chaque opération, le temps perdu profitait toujours à l'ennemi. Les interventions occidentales, présentées comme un rempart contre le terrorisme, visaient d'abord à contenir la menace, jamais à l'anéantir. On parlait de gestion de crise, de stabilisation, mais jamais de victoire totale. Pendant ce temps, les groupes armés établissaient d'immenses supercamps à la frontière, organisant leurs réseaux et leurs bases sans craindre d'offensives sérieuses. À titre d'exemple, certains de ces camps couvraient plusieurs hectares, avec hôpitaux de fortune, ateliers de réparation de véhicules et stocks de carburant, comme le camp de Tofagala. Les populations locales, piégées entre deux feux, vivaient dans la peur constante. Les villages étaient attaqués, les habitants enlevés ou tués, et personne ne leur portait secours. La confiance dans les institutions nationales s'effondrait, laissant place à un sentiment d'abandon profond. À Seitenga, par exemple, des centaines de familles ont fui après une série d'attaques meurtrières, illustrant l'ampleur du désarroi. Laisser perdurer cet état de fait, c'était accepter que la violence et l'insécurité deviennent la norme.
Le risque était immense, voir la région s'enfoncer dans un cycle sans fin d'instabilité, condamnant des générations entières à la peur et à l'exil. L'histoire du Darfour ou du nord du Mali témoigne de ce danger. Quand l'État abdique, les groupes armés imposent leurs lois. Face à cette impasse, l'opération Hellfire allait tout bouleverser. Pour la première fois, 2 nations africaines prenaient seules leur destin en main. Cette décision rappelle l'initiative prise par les Vietnamiens en 1954 à Dien Bien Phu, où une stratégie locale a défait la puissance coloniale. Ce que les terroristes tenaient pour un refuge s'est mué en piège mortel. La fameuse zone de silence, jadis sanctuaire entre le Burkina Faso et le Niger, a été anéantie en une nuit, fermant la porte à toute fuite. Ceux qui espéraient se fondre dans l'ombre des frontières ont vu leur dernier espoir enseveli sous la poussière. Comme lors de la traque de Pablo Escobar à Medellín, l'étau s'est refermé là où l'ennemi se croyait intouchable. Pour la première fois, ce territoire oublié est redevenu le théâtre d'une souveraineté sans partage. 2 nations africaines, unies par le même serment, ont pris en main leur destin. Sans médiation étrangère, Ouagadougou et Niamey ont fusionné leurs états-majors, coordonnant chaque étape, chaque souffle, dans une entente inédite et totale. Cette unité rappelle celle du Front populaire lors de la guerre civile espagnole, où la coordination entre milices fut la clé de victoires éphémères. Les ordres circulaient d'un centre à l'autre, sans hésitation ni appel à l'aide extérieure. Il n'y avait que la volonté implacable de briser le cycle de la peur. Les frontières, autrefois lignes de fracture, sont devenues les axes d'une reconquête commune. Le poste de commandement avancé, installé à proximité de Fadan Gourma, permettait une communication instantanée par liaison cryptée. L'opération s'est déclenchée sous le manteau d'une nuit sans lune. Les forces spéciales du Burkina Faso et du Niger ont progressé silencieusement, encerclant la base ennemie de tous côtés. En l'espace de quelques battements de cœur, tout échappé était coupé. La panique a changé de camp. Des témoignages de soldats racontent la tension extrême. Nous avancions à pas feutrés. Chaque bruit pouvait tout compromettre. Autour, des drones de surveillance, armés de caméras infrarouges et de capteurs thermiques, scrutaient la moindre chaleur, la moindre ombre. Les images, transmises en temps réel aux 2 commandements, permettaient une synchronisation parfaite des frappes. Jamais les groupes armés n'avaient été ainsi traqués, exposés à chaque souffle, incapables de se fondre dans la nuit. C'est la première fois que ces pays utilisaient des drones de type Bayraktar TB2 en appui tactique. Le pilonnage d'artillerie lourde s'est abattu avec une violence inédite au Sahel. Des lance-roquettes multiples, capables d'effacer des hectares entiers en quelques salves, ont balayé les défenses ennemies. Chaque tir, guidé avec précision, a réduit en cendres bunkers, dépôts de munitions et tunnels secrets bâtis depuis des années. C'est l'équivalent, à l'échelle régionale, de la destruction du camp de Baghouz en Syrie. Mais l'arme la plus redoutable fut la munition thermobarique. À l'impact, elle a relâché un nuage explosif, embrasé par une onde de choc dévastatrice. L'air aspiré hors des galeries a créé une dépression mortelle, écrasant tout sur son passage. Même les abris réputés indestructibles ont cédé sous la pression et la chaleur, ne laissant aucune chance aux occupants. Des experts militaires comparent cet usage à celui des bombes à vide à Grozny dans les années 90. En moins de 24 heures, la base terroriste, jadis symbole d'invincibilité, avait disparu du paysage. Les satellites n'ont capté que des cendres, un cratère béant là où s'élevait le camp retranché. Le mythe d'immunité s'est effondré. Les images satellites de la NASA, rendues publiques, témoignent de la violence du choc. Un revers aurait ravivé le doute et nourri la défiance envers les autorités. Au contraire, cette victoire éclatante a fait basculer la peur et offert au peuple du Sahel un souffle d'espoir. La souveraineté a triomphé par la force d'une fraternité retrouvée. Des scènes de liesse ont été observées à Niamey et Ouagadougou, où les habitants scandaient des slogans de victoire. Mais cette victoire soulève déjà de nouveaux défis. Les regards se tournent vers la riposte possible des groupes armés et la capacité des 2 États à transformer ce succès militaire en stabilité durable.
Les experts en sécurité soulignent que la consolidation post-victoire est la phase la plus difficile, comme l'ont montré les expériences irakiennes après la chute de Saddam Hussein. Le message ne souffre d'aucune ambiguïté. Désormais, aucun sanctuaire n'existe plus derrière la frontière. La riposte sera implacable, partout où se terrent les groupes armés. Pour concrétiser cette promesse, des patrouilles mixtes ont été déployées sur plus de 100 km de frontières, arrêtant plusieurs chefs de bande en fuite. Dans les rangs terroristes, la panique s'installe. L'ère de l'impunité s'achève brutalement. Les chefs disparaissent, les complicités craquent, la peur se propage comme une traînée de poudre. La fameuse zone d'ombre n'est plus qu'un souvenir. Des messages interceptés sur les réseaux sociaux font état de désertion massive. Pour la population, un souffle de fierté parcourt les villages. On célèbre, parfois en silence, une victoire arrachée par les leurs. L'armée, jadis perçue comme lointaine ou impuissante, devient un bouclier solide. Le patriotisme renaît, les liens se resserrent, un nouvel espoir jaillit dans une région meurtrie. À Gorom Gorom, des femmes ont organisé une collecte de vivres pour soutenir les soldats. Mais ce triomphe n'est pas qu'une prouesse militaire. Il marque la fin d'un vieux schéma. Pour la première fois, ce ne sont pas des experts venus d'Europe ou d'Amérique qui dictent les plans. C'est une doctrine africaine, forgée dans l'urgence, l'autonomie et la solidarité, qui prend le dessus. L'Afrique invente sa propre manière de se défendre, adaptée à ses réalités, à ses peuples, à ses terres. Rappelons que lors de la guerre d'Algérie, la victoire n'est venue qu'avec l'appropriation d'une stratégie nationale. Au sol, la coopération entre le Burkina Faso et le Niger porte ses fruits. Les logistiques se raffinent, les informations circulent avec fluidité, l'intégration des forces de l'Alliance des États du Sahel s'accélère. Des tactiques naguère rêvées, surveillance par drone, frappe coordonnée, deviennent le quotidien. Une salle de crise commune a vu le jour à Ouahigouya. En Occident, l'inquiétude monte. Les chancelleries s'interrogent. Assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau pôle de puissance africain, autonome et déterminé? Les anciennes puissances, longtemps tutélaires, voient l'ordre géopolitique vaciller. Des articles alarmistes fleurissent dans la presse britannique et française, évoquant une rupture stratégique. Pourtant, rien n'est acquis. Un seul relâchement, une erreur, et la peur pourrait tout reprendre. Ce serait la fin de cette unité retrouvée, le retour à la terreur. Les populations en sont conscientes. Lors d'une réunion de chefs de village à Manga, l'appel à la vigilance a été unanime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La région retient son souffle, consciente que chaque victoire appelle de nouveaux défis. L'équilibre reste fragile, et chaque décision pèsera lourd dans les jours à venir. Certains analystes estiment que la prochaine étape sera la réhabilitation des services publics et le retour de l'administration dans les zones libérées. En une seule nuit, l'union, la confiance et la technologie ont accompli davantage que 10 années d'assistance internationale. Ce n'est pas une formule creuse, c'est la démonstration éclatante du pouvoir transformateur de la fraternité militaire africaine. À titre de comparaison, la force conjointe du G5 Sahel, lancée en 2017, n'avait jamais obtenu de résultats aussi spectaculaires. Face à l'ennemi, aucune aide venue d'ailleurs n'a jamais égalé la force d'une alliance forgée dans le sang et la volonté commune. Soldats du Burkina Faso et du Niger n'ont pas seulement partagé un front. Ils ont partagé une mission, un destin, une rage de vaincre sculptée dans la même souffrance. Cette fraternité, née dans la chaleur du combat, a permis d'accomplir en quelques heures ce que des années de missions étrangères n'avaient jamais effleuré. La différence fondamentale. Une stratégie résolument proactive, audacieuse, qui a remplacé la prudence défensive par l'initiative totale. Cette fois, ce n'est pas l'ennemi qui a frappé le premier. L'Alliance africaine a imposé le rythme, le lieu et la forme de l'affrontement. Ils ont brisé le cycle de la réaction et pris de vitesse des adversaires que l'on croyait intouchables. C'est là toute la force de l'action coordonnée et courageuse. Au cœur de ce succès, il y a la logistique et le renseignement partagé. Grâce à des drones de nouvelle génération et à la fusion des réseaux de communication, chaque mouvement ennemi a été anticipé, chaque convoi intercepté,
chaque cache d'armes découverte. L'opération n'a pas été un simple assaut, mais une chorégraphie précise où l'information avait la valeur du feu. Comme à Entebbe en 1976, l'excellence du renseignement a tout changé. Pourtant, la victoire militaire n'est qu'une première étape. Il faudra s'adapter sans cesse, innover et protéger les civils afin d'éviter la résurgence d'un ennemi qui ne dort jamais. Se reposer sur ses acquis serait une erreur fatale. Seul l'ajustement permanent et l'écoute des populations ouvriront la voie à une paix durable. Des programmes de dialogue communautaire sont en cours dans les villages libérés. Cette expérience ouvre désormais une opportunité historique, celle d'exporter ce modèle d'intégration militaire dans d'autres régions africaines menacées. Ce n'est plus une utopie, mais une feuille de route concrète pour l'Afrique, par l'Afrique, pour ses peuples. Le bassin du lac Tchad, par exemple, pourrait s'inspirer de cette stratégie face à Boko Haram. Ignorer ces leçons, ce serait risquer de perdre tout ce qui a été reconquis, de voir retomber la ferveur populaire et de replonger la région dans l'incertitude. Mais en les appliquant, le Sahel peut transformer non seulement son présent, mais inspirer tout un continent. L'Afrique du Sud, en 1994, a montré comment une transition maîtrisée peut bouleverser l'ordre établi. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une proclamation d'indépendance stratégique. C'est l'affirmation que la sécurité de l'Afrique ne dépend plus de l'extérieur. Pourtant, une question demeure. Cette victoire sera-t-elle durable ou n'est-elle qu'un sursis? La suite dépendra de la capacité à maintenir cette unité et à anticiper la riposte de l'ennemi. L'histoire du Moyen-Orient enseigne que la victoire militaire doit s'accompagner d'un projet politique fort. La colère d'hier s'est muée en espoir. Désormais, le Sahel impose ses règles, sans attendre l'aval de quiconque. Les conseils de quartier, les écoles et les marchés rouvrent graduellement, signe concret d'une normalisation en marche. Il y a à peine quelques années, nul n'aurait osé miser sur une telle métamorphose. Aujourd'hui, la zone de silence, jadis repère imprenable des terroristes, est devenue le théâtre d'une renaissance. Le Burkina Faso et le Niger ont tissé une alliance, non seulement pour repousser l'ennemi, mais pour affirmer une souveraineté retrouvée. Cette résilience rappelle celle du Rwanda après le génocide, où la reconstruction nationale fut la clé de la paix. Ce n'est pas qu'une victoire militaire. C'est une affirmation de dignité, une rupture avec des décennies de dépendance. L'opération conjointe balaie un vieux mythe. La sécurité du Sahel ne dépend pas d'un drapeau occidental, mais d'une volonté partagée, nourrie par la fraternité et la technologie régionale. Déjà, des écoles de formation militaire communes voient le jour à Ouagadougou et Niamey. Pour la toute première fois, 2 nations africaines ont conçu leur propre stratégie, déployé des armes modernes, fusionné leurs renseignements et mené une offensive d'une précision inédite. Elles n'ont pas seulement fait tomber un bastion terroriste, elles ont détruit l'idée que l'avenir du Sahel se décide ailleurs. Il s'agit d'une rupture historique, comparable à l'indépendance du Ghana en 1957. Chaque village libéré, chaque frontière reprise, chaque victoire sans aide extérieure ouvre vers une ère nouvelle. Ici, la sécurité se forge à la force locale, à l'innovation et à la solidarité, bien plus qu'au paternalisme importé. Les radios communautaires relaient désormais des messages d'unité et de vigilance. Mais un danger persiste, celui de rester simple spectateur. Rester à l'écart, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. C'est abandonner le récit du Sahel à des intérêts extérieurs. L'exemple du Congo, morcelé par les interventions étrangères, rappelle la nécessité de s'impliquer localement. Ce moment n'est pas une parenthèse. C'est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque responsable, chaque jeune Africain. L'avenir du Sahel se joue maintenant, et il appartient à chacun d'y prendre part. Des campagnes d'alphabétisation et de soutien aux déplacés internes se multiplient, preuve que la mobilisation va au-delà du militaire. La colère d'hier devient énergie pour bâtir, défendre et inventer un autre destin. Ce n'est plus la rage du désespoir, mais la force de ceux qui refusent soumission et marginalisation. L'opération conjointe incarne une transformation profonde.
la fin de l'assistanat, le début d'une souveraineté assumée. De jeunes entrepreneurs lancent des initiatives de reconstruction, de l'agriculture à l'énergie solaire. Ce qui commence ici pourrait inspirer tout un continent. Si le Sahel trace une nouvelle route, que ferons-nous, chacun à notre place, pour que cette dynamique s'enracine et rayonne bien au-delà de nos frontières? Ainsi s'achève ce chapitre, mais le livre reste ouvert. L'histoire retiendra-t-elle ce moment comme une étincelle ou comme un vrai renouveau? L'avenir, plus que jamais, appartient à ceux qui osent s'en saisir.